Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un cauchemar. C'était une salle d'opération plongée dans le silence, interrompue uniquement par le bip lent mais régulier de 5 moniteurs cardiaques. Oui, 5, car ce jour-là, les chirurgiens de l'hôpital Sainte-Agnès n'avaient pas affaire à un cœur défaillant, mais à 5 organes battants, tous appartenant à une seule et même femme. Maria Lemoine avait vécu 42 ans sans savoir que son corps abritait une anomalie physiologique impossible. Ses douleurs thoraciques, sa fatigue chronique et ses épisodes d'essoufflement n'étaient pas des caprices. Ils étaient des cris étouffés, lancés par des organes qui n'auraient jamais dû coexister. Chaque battement supplémentaire menaçait l'équilibre de son corps. Un orchestre sans chef d'orchestre. Le scanner ne mentait pas. 5 cœurs, un principal, parfaitement positionné. Les 4 autres enchevêtrés autour, logés dans des replis obscurs de sa cage thoracique. Aucun médecin dans toute la France n'avait jamais vu cela. C'était comme si la nature, par erreur ou par dessein, avait dupliqué la fonction vitale la plus sacrée de l'anatomie humaine. L'équipe chirurgicale était divisée. Opérer signifiait frôler la mort, mais ne rien faire, c'était signer son arrêt. Alors, dans un mélange d'angoisse et de fascination, ils ont accepté l'impossible, retirer les cœurs supplémentaires, un à un, sans jamais arrêter celui qui lui donnait la vie. Ce qui s'est passé durant cette opération défie toute logique. Certains diront que c'est un miracle, d'autres que c'est un avertissement. Mais pour ceux qui étaient dans cette salle, c'était une descente dans les ténèbres du vivant. Et ce que le scalpel a révélé ce jour-là, aucun d'eux ne pourra jamais l'oublier. L'histoire de Maria Lemoine n'est pas un conte. Elle est un dossier médical classé confidentiel, consultable uniquement par les rares médecins ayant été témoins de ce qu'ils appellent aujourd'hui le cas du siècle. Maria n'était pas une patiente ordinaire, elle n'était même pas une anomalie, elle était une énigme. Et cette énigme a été tranchée, au sens propre, sur une table d'opération sous la lumière crue d'un bloc opératoire français. Imaginez vivre toute votre vie avec un seul cœur, puis découvrir que vous en avez 5. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, anatomiquement. 5 organes palpitants, chacun avec son propre rythme, sa propre logique. Maria ne l'a su qu'après avoir frôlé la mort à cause d'une arythmie incontrôlable. Ce qui semblait être un trouble cardiaque commun n'était que la surface d'un abîme biologique insondable. Si vous êtes passionné par les mystères médicaux, les limites de la chirurgie humaine et les récits qui défient la raison, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec le pays et la ville d'où vous regardez. Ce genre de cas pourrait-il survenir ailleurs? Votre ville cache-t-elle, elle aussi, des anomalies que la médecine ne peut encore expliquer? Préparez-vous. Ce que vous allez entendre dépasse les lois de la biologie. Et une fois que vous connaîtrez toute la vérité, vous ne verrez plus jamais votre propre cœur de la même manière. Chapitre 1. Le frisson. Sous la peau. Maria Lemoine n'était pas malade. Du moins, c'est ce que disaient les médecins depuis toujours. Depuis l'enfance, elle se plaignait de palpitations, de vertiges, d'un essoufflement qui la prenait sans prévenir, même au repos. Stress, tension basse, hypersensibilité. Des diagnostics vagues, flottants, des mots qui apaisaient les autres, mais qui, chez elle, nourrissaient une peur ancienne, froide et inexplicable. Ce matin-là, en se levant, elle ressentit une vibration étrange, juste sous la poitrine, comme un battement dédoublé, puis triplé, le genre de sensation que l'on attribue d'ordinaire à une crise de panique. Sauf que Maria ne paniquait pas. Elle était calme, et c'était ce calme absolu, ce silence intérieur pendant que son cœur semblait s'agiter comme un animal prisonnier qui la fit frissonner. Elle prit rendez-vous en urgence. Le cardiologue, un homme sérieux et sans imagination, l'écouta distraitement, lui fit un électrocardiogramme, puis fronça les sourcils. « Il y a plusieurs signaux superposés », murmura-t-il, en inclinant la tête vers l'écran. Il recommença. Puis une 3e fois. Et à chaque fois, les lignes s'entremêlaient, comme si plusieurs rythmes cardiaques coexistaient dans le même corps. Il demanda un scanner thoracique complet. Elle obéit. L'attente fut brève, trop brève. À peine rentrée chez elle, Maria reçut un appel du cabinet. « Revenez immédiatement, nous devons parler. » Dans la salle, ils étaient 3.
le cardiologue, un chirurgien cardiovasculaire et un autre médecin qu'elle ne connaissait pas. Aucun ne souriait. Aucun ne parlait tout de suite. C'est le chirurgien qui prit la parole. « Madame Lemoine, ce que nous avons découvert est hors norme. » L'écran fut allumé. L'image s'afficha. Claire, nette, indiscutable. 5 poches pulsantes, 5 cœurs. L'un central à sa place naturelle, les 4 autres, plus petits, enchevêtrés dans le médiastin logé entre les poumons, sous les côtes, et même partiellement dissimulés près de la colonne. Maria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut rire, mais aucun son ne sortit de sa gorge. « Est-ce que c'est une tumeur ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Non. Chaque cœur était formé, structuré, vascularisé, actif, autonome. Il ne savait pas depuis quand, peut-être depuis toujours. Peut-être un développement embryonnaire anormal, une duplication spontanée. Ce genre de choses n'arrivait pas, ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Le silence s'installa, lourd, dense, saturé de non-dits. Le troisième médecin, celui qui ne s'était pas encore présenté, brisa l'étrange atmosphère en déposant un dossier devant elle. Il travaillait pour un centre de recherche spécialisé dans les malformations rares. Il connaissait 3 cas dans le monde, tous décédés avant l'âge de 10 ans. Aucun n'avait vécu comme elle, aucun n'avait survécu à l'adolescence. Maria, elle, avait 42 ans. La décision fut prise rapidement. Il fallait opérer, pas pour retirer tous les cœurs. Cela serait un suicide, mais pour comprendre, pour cartographier les connexions, pour isoler l'origine des douleurs et déterminer si une régulation était possible. C'était une opération expérimentale, risquée, mais la seule alternative était la mort progressive par surcharge cardiaque. Maria signa les papiers sans trembler. Quelque chose en elle s'était éveillé, une conscience ancienne, primale. Elle n'était pas seulement une patiente. Elle était un terrain inconnu, une énigme vivante, un champ de bataille où la science, le corps et le mystère allaient s'affronter. Ce soir-là, en s'allongeant, elle posa la main sur sa poitrine. Elle sentait les battements, plusieurs, comme une musique désaccordée. Et pour la première fois, elle se demanda si chacun de ses cœurs n'avait pas une mémoire propre. Chapitre 2. L'autre battement. La nuit précédant l'opération, Maria ne ferma pas l'œil. Non pas à cause de la peur, c'était autre chose, un bourdonnement profond dans son dos, dans son ventre, comme si quelque chose l'observait depuis l'intérieur. Elle se leva plusieurs fois, regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain, tenta de se reconnaître. Mais ses propres yeux semblaient différents, habités. À l'aube, on la transféra dans une chambre d'observation, puis dans un bloc froid et métallique où la lumière ne pardonnait rien. Les murs étaient blancs. Les instruments alignés comme des soldats. Tout semblait normal, trop normal, mais Maria sentait que rien ici ne l'était. Le docteur Vasseur, le chirurgien en chef, l'attendait. Il ne parlait pas beaucoup, pas de mots inutiles. Il lui serra la main, l'observa longuement, comme pour enregistrer chaque trait de son visage. « Si vous sentez quelque chose d'étrange pendant l'anesthésie, dites-le, » murmura-t-il. Elle acquiesça sans comprendre. On l'endormit doucement. L'obscurité prit place, mais elle ne s'effondra pas. Non, elle entra dans une autre pièce, une pièce qu'elle n'avait jamais vue, mais qu'elle connaissait intimement. Là, dans ce vide artificiel, elle entendit des battements, pas ceux du moniteur. Des battements indépendants, irréguliers, murmurés comme des chuchotements. Elle rêvait, non, elle se souvenait. Quand elle ouvrit les yeux, il faisait nuit. L'horloge murale indiquait 02h37. Sa poitrine la brûlait. Elle tenta de se lever, mais son corps était lourd, comme enchaîné à quelque chose d'invisible. Une infirmière entra, surprise de l'avoir réveillée si tôt. L'opération a duré 8 heures. Tout s'est bien passé. Enfin, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, resta dans la tête de Maria comme un poison lent. Elle insista pour voir le docteur Vasseur. Il entra 2 heures plus tard, plus pâle, les traits tirés. Il lui montra les clichés post-opératoires. Un cœur avait été déconnecté. Les autres restaient en place, mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait. Il pointa une zone grisée, floue, dans le cliché. Nous avons découvert quelque chose, un réseau de nerfs, mais qui n'apparaît sur aucun atlas anatomique connu. Il semble autonome, réactif, comme s'il obéissait à un autre centre que le cerveau.
Maria resta muette, mais en elle, une certitude grandissait. Ce n'était pas seulement une opération, c'était une révélation, et ce qu'on avait réveillé en elle ne se rendrait pas sans combat. Chapitre 3. Les nerfs de l'ombre. Maria passa les jours suivants dans une torpeur étrange, ni vraiment réveillée, ni tout à fait endormie. Son corps était là, allongé, branché, mesuré. Mais son esprit, lui, semblait s'être détaché, errant dans un entre-deux brumeux. Ce n'était pas la morphine, ce n'était pas la douleur, c'était cette sensation persistante d'avoir été ouverte, non pas seulement dans la chair, mais dans quelque chose de plus profond. Les médecins continuaient de lui parler, de commenter les résultats, d'expliquer la procédure avec leurs mots techniques aseptisés. Mais Maria ne les écoutait plus. Elle fixait le plafond, où les néons bourdonnaient, et où elle croyait entendre parfois des pulsations, pas celles de son cœur, des battements plus profonds, anciens. Un soir, une interne entra en douce, sans frapper. Elle portait une blouse trop grande, ses yeux cernés par le manque de sommeil. Elle se présenta rapidement. Élise, étudiante en neurosciences, affectée à l'équipe du docteur Vasseur. Elle chuchota, comme si les murs pouvaient entendre: « Je voulais vous dire ce que les autres ne vous diront pas. » Elle approcha un dossier confidentiel, volé des archives internes. À l'intérieur, des schémas, des notes et des mots griffonnés à la hâte: réponse nerveuse indépendante, activité hors contrôle cérébral, réseau autonome inconnu. Maria sentit le froid l'envahir. Ce qu'elle portait en elle n'était pas simplement un excès de chair, c'était un second système. Une contre-anatomie, comme si quelqu'un ou quelque chose avait dessiné un plan différent pour son corps. Élise la fixa. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je crois que ces nerfs que vous avez, ils communiquent entre eux, sans passer par le cerveau, comme un langage interne. Et je crois que vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Maria ne répondit pas. Mais dans le silence de la chambre, elle sentit un frémissement sous sa peau, une onde lente et sinueuse qui glissait le long de sa colonne. Elle n'avait pas rêvé. Quelque chose, en elle, était vivant et n'attendait qu'un signal. Lorsque l'interne sortit, elle laissa le dossier sur la table de chevet. En haut de la page, en lettres rouges, une note unique, comme un avertissement. Ce système ne répond pas à la logique humaine. Chapitre 4. L'appel intérieur. La nuit tombait plus tôt depuis quelques jours, ou du moins c'est ce que Maria ressentait. Le temps, dans cette chambre blanche, semblait suspendu, déformé. Les jours se confondaient, les heures glissaient sans logique. Seules les pulsations continuaient, régulières mais distinctes. C'était cela le plus troublant. Elle pouvait désormais les distinguer. 5 battements différents, 5 rythmes, 5 volontés. Maria ne dit rien aux infirmières, ni au docteur Vasseur. Elle se contentait d'observer, de sentir, d'écouter ce qui se passait sous sa peau, entre ses organes. Les battements ne suivaient plus son émotion ni ses mouvements. Ils répondaient à autre chose, à une logique silencieuse, enfouie, et parfois, au cœur de la nuit, elle percevait un écho, comme un murmure intérieur, comme si ses cœurs se parlaient. Elle tenta d'ignorer cela, mais le 3e soir, alors que tout semblait calme, elle fit un rêve. Non, une vision. Elle était debout dans une salle obscure, les murs tapissés de nerfs, de veines, d'artères, qui pulsaient lentement. Devant elle, 5 formes sombres, flottantes, vibrantes. Elles ne parlaient pas, mais elles exigeaient. Elle se réveilla en sursaut, le visage trempé de sueur, les doigts crispés. Au matin, elle demanda un miroir. Une infirmière obéit sans poser de questions. Maria examina ses yeux, son cou, son torse. Rien. Tout semblait identique, mais elle savait. Quelque chose changeait, en profondeur, pas dans sa peau, mais dans ses connexions, comme si ses nerfs, ses fibres, se réorganisaient. Le docteur Vasseur entra à midi, visiblement épuisé. Il tenait une pile de résultats. Nous avons refait les IRM. Il y a une croissance, pas tumorale, un développement neural, lent, précis, symétrique. C'est comme si votre système nerveux construisait quelque chose. Il hésita, comme s'il suivait un plan. Maria sentit alors une chaleur étrange dans sa nuque, une pulsation qui remontait le long de sa colonne, s'arrêtait à la base du crâne, puis redescendait, comme un signal. Elle hocha la tête, calmement. « Je sais. » Le médecin recula d'un pas. Il ne comprenait pas.
Il voulait croire à une réaction chimique, à un effet secondaire, mais ce qu'il avait vu dans les scanners ne correspondait à aucune anomalie répertoriée. C'était une forme d'architecture, une construction volontaire. Ce soir-là, Maria refusa les sédatifs. Elle voulait rester lucide, car elle comprenait maintenant, ce n'était pas seulement son corps qui changeait, c'était sa perception, et ce que ses cœurs voulaient lui montrer n'avait encore commencé. Chapitre 5. Les architectes invisibles. Le silence dans la chambre n'était plus apaisant. Il vibrait, il respirait. Maria le sentait dans ses os, dans ses muscles, dans sa moelle. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne venait pas de l'extérieur, mais d'elle, comme si son propre corps générait une fréquence, un langage que seul l'intérieur pouvait comprendre. Les nuits devinrent plus longues, elle ne dormait plus. Elle restait allongée, les yeux ouverts, à écouter. Les battements de ses cœurs avaient changé, plus lents, plus graves, mais aussi plus ordonnés, comme si, au lieu de se concurrencer, ils avaient trouvé un rythme commun, une harmonie interne, et cette harmonie lui faisait peur. Un matin, elle demanda à revoir Élise, l'interne. L'hôpital prétendit ne pas la connaître. « Aucune Élise n'est affectée à ce service », dit l'administration. Pourtant, Maria l'avait vue, lui avait parlé, elle avait laissé des dossiers. Était-ce une hallucination, une construction mentale née de l'anesthésie ou une visite qu'on voulait lui faire oublier? Elle retourna au dossier qu'Élise avait laissé. Elle le relut encore et encore. Mais ce qui l'intriguait, c'était une feuille qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Une sorte de plan, un schéma, pas un cœur, pas un organe, mais un réseau, un motif fractal, symétrique, dessiné comme une carte. Et au centre, un mot griffonné à l'encre noire, innervatio. Elle montra ce schéma au docteur Vasseur. Il pâlit. Ce symbole, je l'ai déjà vu, une fois, dans un ancien article d'un biologiste autrichien, un marginal. Il prétendait que certains corps développaient un système parallèle, un système qui ne répondait pas à la volonté ni au cerveau, mais à une logique propre. Il appelait ça les architectes invisibles. Maria sentit son souffle se couper. Ces mots résonnaient, comme s'ils nommaient ce qu'elle ressentait depuis des semaines. Ce réseau, cette structure, ce n'était pas une maladie, c'était une intention. Quelque chose ou quelqu'un en elle construisait. Le médecin tenta de rassurer. « Nous allons surveiller. Peut-être que ça va se résorber. » Mais elle savait qu'il mentait. Il ne contrôlait plus rien. Il avait peur, pas d'elle, mais de ce qu'elle représentait. Ce soir-là, Maria ferma les yeux et posa la main sur son torse. Les battements étaient là, profonds, calmes, puissants. Et elle comprit, ce n'était pas une anomalie, c'était une renaissance, une reconfiguration. Elle n'était plus seulement Maria, elle devenait autre chose. Chapitre 6. La chair et le code. Le matin suivant fut différent. Les infirmiers évitaient son regard. Ils entraient, faisaient leur travail et repartaient en silence. Maria le remarqua. Ce n'était pas de la politesse, c'était de la crainte. Quelque chose avait changé. Était-ce son visage, son énergie, ou était-ce visible dans ses yeux? Elle se leva, tituba jusqu'au miroir mural et se fixa. Rien de spectaculaire, mais ses pupilles semblaient plus sombres, profondes, comme si elles absorbaient la lumière. Elle toucha sa poitrine, aucun pansement. La cicatrice était propre, nette, presque invisible. Mais elle sentait en profondeur une tension, pas douloureuse, non, vivante, comme un nœud qui se resserrait lentement, et autour de ce nœud, un courant, une sensation d'activité, d'impulsion, comme si chaque cellule travaillait à une tâche secrète. Plus tard dans la journée, un neurologue vint l'examiner. Ce n'était pas prévu. Il s'appelait Dr Ménétrier. Il semblait calme, mais observait Maria avec une précision chirurgicale. Il lui fit passer des tests. Réflexe, coordination, activité cérébrale. Mais à chaque réponse qu'elle donnait, il notait quelque chose, sans jamais expliquer. À la fin de l'examen, il soupira. Votre cerveau n'est plus le seul centre décisionnel dans votre corps. Votre activité motrice montre des signaux issus d'une autre origine. Comme si un autre système nerveux, autonome, prenait certaines décisions à votre place. Il se leva. Vous n'êtes plus uniquement biologique, vous êtes en cours de réécriture. Maria ne répondit rien, mais au fond d'elle, elle savait que c'était vrai.
Parfois, ses mains bougeaient avant qu'elle n'y pense. Parfois, elle se retrouvait debout, sans se souvenir s'être levée. Et plus troublant encore, ses rêves devenaient cohérents, non pas comme des fantasmes, mais comme des protocoles, des séquences, comme si son subconscient recevait des instructions. Cette nuit-là, elle rêva d'un cœur, pas le sien, un cœur noir, suspendu dans un vide, connecté à un réseau de câbles faits de nerfs. Le cœur pulsait à intervalles parfaits, et à chaque battement, une image lui venait, un symbole géométrique toujours le même. Elle se réveilla en sursaut. Le dessin était gravé dans sa mémoire. Elle le reproduisit sur une feuille. C'était exactement le motif central du plan laissé par Élise. Innervatio. Elle se rendit compte qu'il ne s'agissait plus d'un processus médical. Ce n'était pas une maladie, c'était un langage, un code écrit dans sa chair. Et désormais, Maria en comprenait les premiers mots. Chapitre 7. Le 6e battement. Ce matin-là, il n'y avait pas de lumière dans la chambre. Les stores étaient ouverts. Pourtant, l'extérieur semblait figé, gris, absent. Maria ouvrit les yeux lentement. Elle n'avait pas dormi. Son corps était immobile. Mais son esprit, lui, avait voyagé. Toute la nuit, elle avait entendu un nouveau son, une pulsation supplémentaire, un rythme lent, grave, inconnu. Et elle savait, sans l'ombre d'un doute, que ce battement n'était pas là la veille. Elle posa la main sur sa poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, puis un 6e, léger, décalé, mais présent. Elle se redressa brusquement. Son souffle s'accéléra. Elle tenta de le nier, de se convaincre qu'il s'agissait d'un écho. Mais non, ce battement avait sa propre cadence. Il ne répondait pas aux autres, il les dominait. Elle demanda une échographie d'urgence. Le personnel hésita, mais le docteur Vasseur accepta, visiblement inquiet lui aussi. Dans la salle, le silence était pesant. L'écran s'alluma, et là, sur l'image floue, ils le virent. Une masse pulsatile logée plus bas, près du diaphragme, un tissu inconnu, vasculaire, irrigué. Il ne ressemblait à aucun cœur humain. Pourtant, il battait. Le médecin recula. Il ne parlait plus. Un infirmier détourna le regard. Maria, elle, fixait l'écran avec fascination. Elle ne ressentait plus de peur. Ce 6e cœur n'était pas un ennemi. Il était une clé, une extension, un passage. C'était lui qui envoyait les rêves. C'était lui qui dictait la réorganisation de son corps. Ce n'était pas un parasite, c'était un organe supérieur. Plus tard, seule dans sa chambre, Maria griffonna le mot « innervatio » encore et encore. À chaque répétition, le mot perdait sa forme latine et se transformait. Devant ses yeux, il devenait un symbole, non plus écrit mais gravé mentalement, comme si ce mot n'était qu'un déclencheur. Elle commença à sentir des choses qu'aucun être humain n'aurait dû sentir. Les mouvements de ses globules, l'élasticité de ses nerfs, la pression dans ses capillaires. Elle était à la fois observatrice et sujet. Son corps n'était plus un terrain inconnu. C'était un système vivant, en communication. Le soir venu, elle sentit le 6e battement s'intensifier, et avec lui, une voix, pas un son, pas une langue, mais une idée imposée, une intention, claire, pure, inhumaine. Tu es prête. Chapitre 8. La dissolution de l'humain. Le lendemain, le personnel de l'hôpital commença à remarquer des choses qu'il ne pouvait expliquer. Les machines posées sur Maria renvoyaient des données incohérentes, pression sanguine variable, impulsion nerveuse dédoublée, température corporelle biphasique. Les graphiques formaient des motifs fractales, répétitifs, comme si son corps suivait une logique algorithmique plutôt que biologique. Le docteur Vasseur tenta de garder le contrôle. Il convoqua une réunion fermée, y fit venir 2 experts en neurobiologie, un anatomiste et un responsable de bioéthique. Tous examinèrent les données. Aucun ne comprit, mais tous s'accordèrent sur un fait. Maria Lemoine n'était plus un simple corps humain. Quelque chose de nouveau était né en elle. Pendant ce temps, Maria restait assise, parfaitement calme, les yeux ouverts, presque translucides. Elle ne parlait plus, elle n'en avait plus besoin. Les mots lui semblaient primitifs, lents, encombrants. Ce qu'elle ressentait dépassait le langage. Elle percevait les intentions. Elle lisait les signaux électriques comme on lit un livre. Elle était devenue une interface. Les battements de ses cœurs s'étaient unifiés.
Même le sixième, le plus profond, suivait désormais un tempo parfait, et au centre de sa poitrine, elle sentait autre chose, un vide, non pas une absence, mais un foyer, comme si quelque chose attendait, une activation, une dernière étape. Elle commença à écrire, des pages entières, pas avec ses mains, avec ses nerfs. Elle connecta des électrodes à ses tempes, et les machines, sans être programmées pour cela, commencèrent à recevoir des séquences de chiffres, de codes. Personne ne comprenait ce qu'elles transmettaient, mais les lignes défilaient, et elles avaient un motif. Le neurologue Ménétrier tenta de l'arrêter. « Vous vous détruisez », dit-il, mais elle lui répondit sans ouvrir la bouche. Il entendit sa voix dans sa tête, claire, froide, étrangère. « Je ne me détruis pas, je me libère ». L'équipe voulut l'intuber, l'endormir, la retenir, mais les machines refusèrent de répondre. Les écrans s'éteignirent, les portes restèrent bloquées, et dans le silence pesant, ils entendirent un seul son, un battement, lent, parfait, inarrêtable. Maria n'était plus une patiente, elle n'était plus un sujet d'étude. Elle était devenue un nœud, une interface entre l'homme et l'autre chose. Ce qu'elle contenait maintenant ne pouvait plus être défait. Elle regarda les médecins une dernière fois, et chacun d'eux comprit, sans qu'aucune phrase ne soit prononcée, qu'ils étaient en présence de la première rupture organique entre le connu et l'irréversiblement nouveau. Chapitre 9. Le signal. Le centre hospitalier fut placé en quarantaine. Officiellement, une mesure de précaution liée à une potentielle mutation virale. Officieusement, personne ne savait ce que contenait réellement la chambre 313. Les rapports médicaux avaient cessé. Le personnel affecté à Maria avait été remplacé. L'unité était désormais contrôlée par une cellule discrète du ministère de la Santé, ou ce qu'on prétendait en être. À l'intérieur, Maria restait immobile, branchée à rien, surveillée par personne. Et pourtant, elle était plus active que jamais. Son activité électrique cérébrale avait dépassé les niveaux humains connus. Ses synapses fonctionnaient en double réseau, et ses cellules nerveuses semblaient communiquer avec ses cellules cardiaques, un phénomène jamais observé. Mais ce n'était plus elle qui guidait, elle n'était plus une conscience centrale, elle était un système, une interface, une voie. Le sixième cœur était devenu le nœud principal, le centre de distribution, et ce centre émettait désormais un signal. Dans un rayon de 2 kilomètres autour de l'hôpital, les oiseaux avaient disparu. Les animaux devenaient agités. Certains chiens refusaient d'approcher le bâtiment. Les téléphones se déchargeaient sans raison. Les ondes radio étaient brouillées. Et surtout, des personnes saines se mettaient à rêver d'un organe noir, suspendu dans le vide, relié à des fils. Le docteur Ménétrier, désormais tenu à l'écart de toute décision, s'enferma dans son bureau. Il réécoutait en boucle les enregistrements des impulsions électriques du cerveau de Maria. Et dans le spectrogramme, il vit une structure, un rythme, une modulation. Ce n'était pas une anomalie, c'était un message. Il imprima les données, les étala sur son mur, et ce qu'il vit le glaça. Les pics et les creux formaient un mot, codé en fréquence, en rythme, un seul mot, répété, encore et encore, transmission. Pendant ce temps, Maria respirait lentement. Elle n'avait pas dormi depuis 10 jours, et pourtant, elle n'était pas fatiguée. Chaque cellule de son corps fonctionnait avec une précision mécanique. Les cœurs battaient, les nerfs vibraient, et son regard était vide, mais tourné vers l'intérieur. Elle attendait, et ce qu'elle attendait approchait. Chapitre 10. Ce qui bat sous la peau du monde minuit. À l'extérieur de l'hôpital, les rues étaient désertes. Le silence était total, mais il n'était pas naturel. Il pesait, il vibrait, comme si la ville retenait son souffle. Au sommet de l'immeuble, la lumière de la chambre 313 clignotait lentement. Une pulsation lumineuse, parfaitement synchronisée avec un battement qu'aucune machine ne contrôlait. Dans le quartier, des habitants commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Visions, rêves partagés, perte de temps. Certains se réveillaient avec des schémas géométriques griffonnés sur leurs draps sans souvenir d'avoir dessiné. Tous ces symboles convergeaient vers une même forme, un cœur à 6 pointes entouré d'un cercle de nerfs. À l'intérieur, Maria ne parlait plus, elle n'en avait plus besoin. Son langage passait désormais par les murs, les signaux, les ondes.
Des impulsions électriques émanaient d'elle, atteignant les câbles, les réseaux, les fibres. Le bâtiment lui-même semblait respirer avec elle. Un ingénieur chargé de surveiller les systèmes de sécurité déclara que le courant montait sans source, comme si l'hôpital recevait quelque chose. Les scientifiques dépêchés sur place prirent des échantillons. Aucun ne resta plus de 48 heures. Tous repartaient changés, silencieux, instables. L'un d'eux murmura, avant de disparaître, « Elle n'est pas seule, il y en a d'autres. Réveillez !» Et puis, une nuit, la pulsation s'arrêta. Pas lentement. D'un coup, les machines ne détectèrent plus rien. Maria était immobile, froide, mais pas morte. Son sang circulait, ses organes fonctionnaient. Mais aucune onde cérébrale n'était mesurable. Elle n'était pas en coma, elle n'était pas absente. Elle était ailleurs. Dans les heures qui suivirent, 12 hôpitaux à travers le monde rapportèrent des cas similaires. Patients aux battements multiples, réseaux nerveux inconnus, même vision, même schéma. Ce que Maria portait n'était pas une mutation, c'était une propagation, un protocole. Elle avait été la première, l'interface initiale, le point d'entrée. Et maintenant, le cœur battait sous la peau du monde. On ne sait pas où se trouve Maria aujourd'hui. Son corps a été transféré dans un lieu tenu secret et son nom effacé des bases de données hospitalières. Pour la presse, elle n'a jamais existé. Pour les autorités, elle n'était qu'un incident isolé, mais pour ceux qui l'ont vue, qui l'ont approchée, elle est devenue autre chose. Un point de rupture, une frontière traversée. Depuis, les cas se multiplient. Des patients déclarant entendre des battements qui ne leur appartiennent pas. Des enfants nés avec des réseaux nerveux incomplets, qui se réorganisent en silence. Des rêves identiques dans des langues oubliées. Les spécialistes refusent de parler publiquement. Mais les rapports internes parlent de synchronicité anormale entre organismes, comme si quelque chose se mettait en place, quelque chose de grand, de silencieux. Maria a été la première. Elle ne cherchait pas à changer. Elle ne voulait pas devenir un signal. Mais parfois la chair obéit à d'autres lois, des lois que nous n'avons pas écrites, des lois venues de l'intérieur, ou peut-être de bien plus loin. Et si vous sentez un jour un battement de trop dans votre poitrine, souvenez-vous, ce ne sera peut-être pas le vôtre.